Bonjour à tous, ça fonctionne bien, vous m'entendez? Bon, bah, c'est parfait, génial. Donc, merci beaucoup d'être nombreux. Je m'appelle Antoine Janet, je suis le responsable rénovation énergétique et construction durable pour Isover et Placo, qui sont deux marques du groupe Saint-Gobain. Et je vais vous parler donc aujourd'hui des actions qu'on mène pour essayer de diminuer l'impact environnemental de nos isolants en s'appuyant sur leurs analyses de cycle de vie. Donc, avant de vous présenter, de rentrer un peu plus dans le détail sur ce que nous faisons, j'aimerais vous donner d'abord quelques éléments de contexte. Le bâtiment en France, c'est 40% de la consommation d'énergie, c'est 28% des gaz à effet de serre, 40% aussi des déchets qui sont générés par le bâtiment. Et donc, nous, notre impact en tant qu'industriel, notre impact positif, d'abord, c'est de fabriquer des isolants. D'accord. Donc, nous, les isolants chez Isover, par exemple, qu'on fabrique, quelle que soit leur nature, leur retour sur investissement est rapide, très rapide. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la laine de verre, par exemple, l'énergie nécessaire pour fabriquer une laine de verre, elle est rentabilisée au bout de 4 mois. D'accord. Donc, excusez-moi de la formule, j'aurais tendance à... Enfin, on pourrait se dire que notre impact est tellement positif qu'il faut l'accélérer, etc. Pour autant, on a fait un autre choix. On a fait ce choix, effectivement, d'accélérer cette partie rénovation énergétique, construction durable, etc. Mais aussi de chercher à diminuer notre empreinte environnementale. Parce qu'on considère qu'en tant qu'industriel, on a une responsabilité aussi. On essaie d'être cohérent avec les messages qu'on porte au quotidien. Donc, on va diminuer notre empreinte environnementale de nos usines, mais pas que, et ce, sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie. Et ça va être le sens de mon propos ce matin, c'est de vous expliquer, avec quelques exemples concrets, les actions qu'on mène pour diminuer notre empreinte environnementale. Alors j'ai pris l'exemple de l'isolation, mais comme je vous l'ai dit au début, je m'occupe aussi de Placo, donc je vous parlerai aussi de quelques initiatives, notamment sur la circularité, qu'on met en place avec Placo Plâtre. Euh, Chez Isover, déjà, notre approche en tant que fabricant d'isolants, c'est de considérer que on est fabricant multimatériaux. Donc, on fabrique de la laine de verre depuis plus de 80 ans, d'accord. Mais on fabrique aussi de la laine de roche, de la fibre de bois et de la laine de coton. On fabrique des isolants biosourcés depuis plus de 20 ans et parfois on ne nous associe pas toujours à l'isolation biosourcée, mais oui, on fait de l'isolation biosourcée depuis plus de 20 ans en fibre de bois, en laine de coton. On a même essayé il y a plus de 20 ans des isolants en chanvre. On a fait aussi de l'isolation laine de verre, fibre de bois qu'on a arrêté depuis pour plusieurs raisons. Mais on a cette approche, voilà, à chaque fois, de fabriquer différents types d'isolants, différentes natures de matériaux, parce qu'on considère que chaque matériau, chaque isolant a ses caractéristiques intrinsèques qui vont lui donner un intérêt, une pertinence pour des applications précises. Donc là, on va retrouver nos différentes natures de matériaux. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'utiliser la matière à proximité de nos sites de production. Donc ça, c'est une idée historique, un concept historique, hein, c'est-à-dire que culturellement, dans l'industrie, on a planté ces sites de production à proximité de sa matière première. Donc si je prends l'exemple, par exemple, de nos usines de laine de verre, elles sont toutes historiquement à proximité du sable qu'on utilisait pour fabriquer nos laines de verre. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'on utilise de moins en moins de sable et de plus en plus de verre recyclé. Je vous expliquerai un des avantages d'ailleurs, enfin les plusieurs avantages que ça comporte, mais on va retrouver encore dans la géographie et le positionnement de nos sites industriels cet aspect historique d'avoir une implantation à proximité de cette matière première. Et quand on parle d'analyse de cycle de vie, ça a un intérêt évidemment, c'est que ça permet de réduire le transport de la matière première jusqu'au site de production. Donc on a 3 usines de laine de verre, une qui est située à Chalon-sur-Saône, une à Orange, qui est la plus grosse usine d'ailleurs d'Europe, et une usine à Chemillé. On a des centres de recyclage à Chemillé et à Orange, et l'usine de Chalon, une des spécificités, c'est qu'il utilise aujourd'hui, par exemple, 80% de verre recyclé pour fabriquer la laine de verre. On n'utilise plus de matière première vierge, on n'extrait plus de sable pour fabriquer de la laine de verre quand elle est fabriquée à Chalon. On a une usine de laine de roche qui est située à Genouillac et une usine de fibres de bois qui est située à Mably. Et là, c'est pareil, il y a un choix stratégique de positionner notre usine de fibres de bois à Mably, à Roanne, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet d'adresser le marché français dans sa globalité en minimisant le transport et que ça permet aussi d'être à proximité de matières qui soient correctement gérées. Pourquoi je précise ça? Parce que en fait, donc la fibre de bois est un matériau biosourcé. L'intérêt
d'avoir des matériaux biosourcés, c'est notamment leur capacité biogénique, leur capacité de stocker du carbone, d'accord ? Mais il ne faut pas que cet avantage positif soit annulé, par exemple, par un transport excessif. Pour que ça ait du sens, les produits biosourcés, il faut qu'ils soient locaux. Il faut qu'ils soient produits à proximité de nos chantiers. Donc nous, notre terrain de jeu, excusez-moi de l'expression, il est national, mais on est toujours à proximité de nos chantiers. Et en plus, ça permet d'utiliser une énergie, s'appuyer sur le mix énergétique français qui reste un des plus décarbonés. Et je vous citerai quelques exemples, notamment sur nos fours verriers. Donc, je vous ai parlé d'analyse de cycle de vie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie ? Une analyse de cycle de vie, c'est une analyse multicritère, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas analyser que le carbone. On parle souvent de carbone parce que c'est effectivement ce qui contribue au réchauffement climatique. Donc on est attentif à cet indicateur-là. Mais dans les analyses de cycle de vie, il y a beaucoup d'autres indicateurs environnementaux. Le prélèvement de matières premières en est un, la consommation d'eau, l'acidification, l'eutrophisation, etc. Il y en a 38, je crois, de mémoire, d'indicateurs environnementaux qui vont nous permettre d'évaluer notre impact. D'accord ? Donc on ne regarde pas que le carbone, on va regarder différents critères. Et je vais me lever un peu. Et sur ces critères-là, en plus, on ne va pas regarder que ce qu'il se passe à l'usine, on va regarder ça sur l'ensemble de cycle de vie de nos matériaux et de nos solutions. Donc on va regarder ce qui se passe de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, en passant par une étape de production, de mise en œuvre et de transport. Une analyse de cycle de vie, pour la résumer de manière un peu basique, je pourrais dire que c'est un peu comme un bilan comptable. C'est-à-dire qu'on va calculer des flux, évaluer des impacts. Donc en France, cette manière, cette approche, cette méthodologie, elle est normalisée. D'accord ? Donc chaque industriel, pour qu'on puisse éventuellement avoir comparé des solutions entre elles, pour qu'on puisse avoir une approche de la construction qui soit rationnel, on a normalisé, enfin c'est normalisé en tout cas, les analyses de cycle de vie, ce qui va donner une méthodologie aux industriels pour évaluer leurs impacts. Cette méthodologie, le respect de cette méthodologie est ensuite évalué par des tierces parties, par des organismes indépendants qui vont s'assurer que les déclarations faites par un industriel sont correctes et répondent à l'exigence normative. Donc là, dans les différentes étapes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'abord l'extraction de la matière première. Donc je vous ai, nous, un des prérequis sur la matière première, c'est d'abord qu'elle soit suffisamment abondante. D'accord ? Il faut que ça ait du sens. Il faut qu'on puisse se projeter en tant qu'industriel, qu'on ait de la visibilité à 30 ans, 40 ans, etc. Donc d'utiliser la matière première qui soit renouvelable autant que possible. C'est le cas. On utilise par exemple sur la laine de verre elle est 100% recyclable. Et en plus, maintenant, on y arrive à y intégrer à la fois des déchets de laine de verre pour fabriquer nos nouvelles laines de verre. Et en plus, on complète ça avec du verre recyclé en évitant autant que possible les prélèvements de matières premières. Si je compte pour l'exemple de la fibre de bois, on va utiliser du pin de Douglas. D'accord ? Donc c'est un matériau qui cette fois-ci est renouvelable, ce qui n'est pas le cas du sable par exemple, mais qui a du sens parce qu'en plus il est à proximité de notre site de production, comme je vous le disais, et il est issu de forêts qui sont correctement gérées. Ça veut dire quoi une forêt qui est bien gérée? Encore une fois, je ne suis pas un expert de la forêt, mais pour vous donner un exemple, une illustration qui soit simple, c'est qu'une forêt bien gérée, c'est une forêt qui joue son rôle de puits carbone. C'est une forêt qui est en croissance et qui stocke plus de carbone qu'elle en émet. Et donc, à l'échelle de notre territoire, en France, toutes les forêts n'ont pas ce rôle-là. Moi, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'habite en Alsace. Les forêts vosgiennes émettent aujourd'hui plus de carbone qu'elles n'en stockent pour l'instant. D'accord ? Donc toutes les forêts n'ont pas la même pertinence d'un point de vue environnemental. Donc nous, on a aussi choisi ce positionnement stratégique par rapport à ce rôle-là de la forêt. Sur la plaque de plâtre, c'est pareil, on va être à proximité de nos carrières de gypse et on va avoir toute une démarche pour les gérer correctement, pour respecter la biodiversité quand on va assurer les prélèvements et aussi remplacer, encore une fois, éviter autant que possible ces prélèvements de matières premières vierges en les remplaçant par du plâtre recyclé. Et on a d'ailleurs un exemple avec une nouvelle plaque qui est sortie cette année qui intègre jusqu'à 50% de plâtre recyclé. Ensuite, sur la partie production,
Pour un industriel, c'est la partie la plus simple. Alors, heureusement que nos directeurs d'usine ne sont pas là parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec l'aspect simplicité, parce que c'est des challenges quotidiens d'essayer de diminuer l'empreinte environnementale de nos usines. Mais en tout cas, ça, nous, en tant qu'industriels, on a une vision sur ce scope-là qui est facile. On peut diminuer notre consommation d'énergie, en tout cas trouver des actions qui vont nous permettre de diminuer notre consommation d'énergie. Si je prends l'exemple de la laine de verre, le fait de remplacer le sable par du verre recyclé, au-delà de l'avantage d'économiser de la matière première vierge, ça permet de réduire les températures de fusion, par exemple. Pour être concret, ça veut dire que quand on remplace du sable par du verre recyclé, on peut gagner jusqu'à 200 degrés de température de fusion. Et quand on gagne 200 degrés de température de fusion, concrètement, ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie. Et donc, quand on consomme moins d'énergie, on génère moins de gaz à effet de serre. D'accord. Donc il y a tout. Ce qu'on essaye de faire, et ça ne va pas forcément de soi, c'est qu'il y ait une corrélation entre les avantages en termes de matières premières et de respect de la biodiversité, corrélation avec le carbone. D'accord. Il ne faut pas mélanger, il faut associer les enjeux, mais ils ne vont pas systématiquement de soi. Mettre en place une filière de collecte, de recyclage, aller récupérer des déchets, c'est évidemment toujours positif par rapport à la recyclabilité des matériaux, au réemploi, etc. Il n'empêche que cette logistique-là a un impact carbone. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au final, le bilan, d'un point de vue à la fois carbone et sur la matière première, soit toujours intéressant. Sur le transport, pour vous illustrer encore une fois des exemples concrets, on va essayer de minimiser le transport. Donc minimiser le transport quand on fabrique des isolants, ça veut dire compresser l'isolant, assez logiquement. Donc on arrive à compresser jusqu'à 10 fois nos isolants, ce qui va permettre de diminuer encore une fois le transport. On va accompagner nos fournisseurs en transport pour qu'ils aient des flottes les plus décarbonées possibles. Sur la partie transport, je vais y associer aussi la partie emballage. On avait pendant longtemps des isolants recyclables et recyclés en laine de verre, par exemple, mais qui avaient des emballages qui, eux, ne l'étaient pas. Là, aujourd'hui, on a des emballages qui sont 100% recyclables. Alors, ça paraît anecdotique, mais ça veut dire avoir des emballages qui sont neutres en termes neutres. En tout cas, avec une impression qui est limitée, avec un pourcentage d'impression limité à 10%. Donc, ça veut dire aussi des choix de marketing, de communication qui sont assez osés. Parce que nous, on avait un jaune, des rouleaux de laine de verre jaune un peu iconique que vous repériez comme ça quand on passe devant un négociant matériaux. Sur une nationale, on voit tout de suite dans la cour à matériaux s'il y a ces rouleaux de laine de verre. On a fait ce choix, qui est un choix audacieux, de se passer de ça pour avoir des emballages transparents, mais qui vont favoriser et faciliter le recyclage. Puis après, on développe sur la partie construction, si je prends cet axe-là, on essaye de favoriser des développements de systèmes qui vont être facilement démontables aussi pour anticiper la déconstruction future. D'accord. Donc, par exemple, on a des systèmes de doublage, d'isolation par l'intérieur, on a des systèmes Optima, on a des systèmes pour les murs, pour les combles aménagés, etc., où on dissocie la plaque de l'isolant, etc., ce qui facilite ensuite le recyclage. Alors, ces analyses de cycle de vie, comme je vous l'ai indiqué, elles sont normalisées à travers un document en France qui s'appelle les fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Et toutes ces données environnementales, elles sont collectées dans une base de données qui s'appelle la base de données INIES, qui est la base de données du CSTB. Et il y a 3630 fiches F2S qui sont vérifiées par tierce partie. Il y a 960 PEP vérifiés. Donc les PEP, c'est pour les produits d'équipement. D'accord. Donc le salon d'à côté. Les données environnementales par défaut, ça c'est quand aucun industriel n'a été en mesure de fournir une analyse de cycle de vie qui soit normalisée. Donc là, les fiches environnementales par défaut, pour illustrer ça, on va dire que c'est le CSTB avec les ministères qui, dans leur grande sagesse, vont donner des valeurs environnementales par défaut sur telle ou telle nature de matériaux. D'accord ? Et nous, chez Placo Isover, on a 632 fiches dans cette base de données qui sont certifiées par tierce partie. On a des fiches F2S sur nos produits et sur nos systèmes. Donc, on est un des très gros contributeurs de la base de données INIES et on assume, entre guillemets, ce rôle de leader, c'est-à-dire qu'on considère, humblement, mais on considère que c'est notre rôle de faire avancer, d'essayer d'accompagner la filière à cette approche autour de l'éco-conception, à inciter les autres industriels aussi à participer à réaliser des analyses de cycle de vie, parce que ça va nous permettre, aux prescripteurs,
prescripteur, notamment de concevoir des constructions qui vont répondre facilement aux exigences réglementaires. Je pense aux indicateurs carbone de la RE 2020, qui vont permettre aussi de concevoir des rénovations énergétiques qui sont performantes et d'être capable d'évaluer concrètement l'impact des matériaux entre eux, de pouvoir les comparer presque, même si on va avoir certaines réserves, parce que parfois il y a des différences qui ne sont pas suffisamment significatives pour qu'elles puissent être interprétables. Je regarde l'heure quand même. C'est 11h05, il me reste 10 minutes je crois. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe dans nos usines de laine de verre. Je vous présenterai après nos usines de laine de roche, nos usines de fibre de bois et notre process sur la laine de coton. Alors, sur la laine de verre, je vous ai dit un des piliers pour essayer de minimiser notre impact, c'est d'éviter les prélèvements de matières premières vierges, donc d'éviter le sable. Là, aujourd'hui, en moyenne, nos laines de verre, elles ont plus de 50% de verre recyclé. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que d'ici 2030, on ait 100% de la charge minérale utilisée pour nos laines de verre, c'est que ça soit du verre recyclé. D'accord ? Premier avantage, donc c'est encore une fois sur la matière première. Le deuxième, et on le voit sur la partie fibrage, donc la partie fibrage, en fait, c'est le calcin, le sable, la charge minérale qu'on va porter à fusion, d'accord ? Donc dans des fours qui sont électriques. J'insiste là-dessus parce que c'est pareil, quand on évalue les impacts d'une industrie, et en particulier une industrie de l'isolation, il y a 3 indicateurs on va dire, basiques qui permettent comme ça de faire des grandes masses pour voir quel est l'impact ou pas de tel process. C'est de voir la quantité de matière que vous allez consommer. Est-ce que vous avez un produit dense, lourd ou pas? Est-ce que vous consommez beaucoup de matière? Quel est votre mix énergétique, entre guillemets? Est-ce que vous utilisez une énergie plus ou moins décarbonée, en gros? Et quelle est la quantité d'énergie que vous utilisez? D'accord? Donc il y a 3 leviers, on va dire, importants qui permettent de diminuer l'impact de la production. Donc, pour bien comprendre l'exemple de la laine de verre consomme de l'énergie. C'est un four verrier. Mais on utilise une énergie qui est fortement décarbonée. D'accord ? Et donc, au final, et en plus, on consomme globalement peu de matière parce qu'on utilise du verre recyclé et puis on fabrique des fibres. Donc, un isolant, quelle que soit sa nature, c'est avant tout de l'air immobile. Hein. L'ingénierie dans l'isolation, c'est de faire de l'air immobile de la manière la plus performante. Hein. Donc, on intervient sur ce levier-là. Et lors de cette étape-là, on va ajouter, et ça c'est récent, un liant biosourcé. C'est-à-dire qu'un isolant, pour qu'il soit semi-rigide, pour qu'il ait une tenue mécanique, en plus du verre recyclé, en plus de la charge minérale, on va y ajouter un liant, nous, lors de la partie fibrage, pour que l'isolant, pour qu'il ait une tenue mécanique, tout simplement. Maintenant, le liant qu'on utilise aujourd'hui, il est biosourcé. Ça permet de réduire l'empreinte environnementale. Évidemment, c'est encore un petit pas. Et à chaque fois, les innovations, c'est toujours des petits pas, hein, parce qu'on a fait les grands efforts sont déjà faits, on va dire ça comme ça. Mais surtout, c'est que ça nous a permis de retravailler le confort de pose. Donc, on a des isolants qui sont plus confortables à poser, qui grattent moins, pour le dire assez facilement. Et ça aussi, paradoxe. On ne voit pas toujours le lien, mais ça participe aussi à la durabilité des isolants. Un isolant qui est plus confortable à poser, il est mieux posé. Un isolant qui est mieux posé, il sera plus durable. Et en plus, la promesse tenue par un isolant, on sait que par exemple, un bâtiment isolé, il va émettre 5 fois moins de CO2. Mais il faut pour ça qu'il soit bien isolé. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. On sait par exemple qu'en France, il y a 2,6 millions de maisons avec des combles aménagés qui sont encore des passoires énergétiques. On sait que si on arrive à isoler correctement ces combles aménagés, on va pouvoir se passer de 4 réacteurs nucléaires. C'est ce que ça donne en point de vue potentiel énergétique. Ensuite, je reviens sur ma partie process industriel. Il y a la partie donc, cuisson et formation des matelas. Donc, on fait en sorte d'avoir des matelas qui répondent à des dimensionnements spécifiques en fonction de leurs applications. On vient compresser les isolants, je vous en ai parlé tout à l'heure, et on fabrique avec des rouleaux. D'accord ? Avec des emballages qui sont, contrairement à la photo, qui ne sont plus jaunes, mais qui sont transparents cette fois-ci. En laine de roche, alors la laine de roche est un process qui ressemble un peu à la laine de verre, parce que ça reste une charge minérale en fusion, sauf que là, c'est du basalte. Donc la laine de roche est un process qui consomme plus d'énergie, une énergie qui est un peu plus carbonée, et il y a un peu plus de matière. Alors forcément, l'impact environnemental est un peu plus important si on compare à l'échelle du matériau, par exemple par rapport à une laine de verre.
Pour autant, on a quand même besoin de cet isolant-là qui a beaucoup de sens, notamment pour des applications spécifiques. On en a besoin quand on a besoin de résistance mécanique, d'accord. Il y a la laine de roche offre des résistances mécaniques, par exemple, qu'on ne sait pas toujours atteindre avec de la laine de verre. Et on a besoin, dans des cas spécifiques, par exemple, quand on cherche de la résistance feu. Donc, encore une fois, chaque matériau a ses caractéristiques propres qui vont faire qu'il est toujours pertinent en fonction de son usage spécifique. La laine de roche, par contre, on ne sait pas l'enrouler. Donc, on livre des panneaux. D'accord. C'est des isolants qui sont lourds et qui sont denses. D'accord. En fibre de bois, alors je vais boire un petit verre d'eau. Donc, en fibre de bois, le process industriel, il est légèrement différent. Ça consomme moins d'énergie. Une usine de fibre de bois, pour le dire concrètement, c'est une énergie mécanique. C'est-à-dire que la fibre de bois, comment est-ce que c'est fabriqué? On récupère des plaquettes de scierie. Donc nous, on va utiliser du bois qui vient produit par des scieries qui sont à moins de 60 km de l'usine. Donc c'est du bois qui est local, qui est issu de forêts correctement gérées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ces plaquettes de scierie, on vient les peler mécaniquement. D'accord. Donc de l'énergie mécanique consomme moins qu'un four verrier. Évidemment, sauf que là, l'énergie qu'on consomme, pour l'instant, elle est un peu plus carbonée. D'accord. On consomme du gaz. Alors, on a des projets d'essayer d'utiliser d'autres sources énergétiques dans nos usines de fibres de bois. Mais là, pour l'instant, pour l'illustrer de manière assez basique, je pourrais vous dire qu'on consomme moins d'énergie, mais l'énergie qu'on consomme est un peu plus carbonée. On consomme aussi plus de matière, mais c'est un des avantages de la fibre de bois aussi. On utilise, et en général, on prescrit, on pose et on vend de la fibre de bois parce que c'est un matériau qui est plus lourd et qui est plus dense. Et pour certaines applications, ça peut avoir du sens. D'accord. Et donc là, en fibre de bois, on va fabriquer des isolants qui vont être souples pour l'intérieur et des isolants rigides pour l'extérieur. Donc on va savoir faire de l'isolation par l'extérieur. Et chez Isover et Placo, on a été les premiers, nous, avec notre marque Isonat, à obtenir des avis techniques pour pouvoir poser des fibres de bois en isolation par l'intérieur et notamment pour les murs et pour les toitures. Et en isolation par l'extérieur, on a de nombreux partenariats avec ce qu'on appelle des tenants de système pour poser notre fibre de bois en isolation par l'extérieur. D'accord. C'est des applications qu'on sait faire en laine de roche aussi, en laine de verre également, hein, évidemment. Sont toujours fabriqués en France, comme je vous l'ai dit. Et là, le petit dernier, c'est la laine de coton. Donc la laine de coton, c'est une matière première française qui est issue de collecte de vêtements. Et on récupère donc ces déchets de vêtements qu'on va ensuite effilocher et fabriquer, ensuite thermofixer, donc coller à chaud ces fibres de coton. Et donc on obtient un isolant souple, extrêmement confortable à la pose, donc qu'on peut utiliser en isolation par l'intérieur. Donc, pour résumer, donc c'est du coton, donc considéré comme biosourcé également. Mais donc si on regarde bien notre gamme, on a à la fois des isolants recyclables et recyclés. Je pense à la laine de verre. On a la partie géosourcée avec la laine de roche et la partie recyclable, fibre de bois évidemment, biosourcée, excusez-moi, fibre de bois et la laine de coton. Alors, avant de vous parler de nos engagements pour demain, j'aimerais aussi vous parler d'une plaque de plâtre, parce qu'on a sorti depuis peu une plaque qui s'appelle Infinae, et c'est une première mondiale. Alors, concrètement, ça veut dire qu'on arrive à intégrer jusqu'à 50% de plâtre recyclé dans une plaque de plâtre classique, une BA13 classique, une BA18, donc des épaisseurs des plaques un peu plus épaisses pour des applications notamment dans les bâtiments publics. Et donc ça permet encore une fois d'éviter le prélèvement de matières premières, d'intégrer la matière qui soit recyclée. Et donc nous, industriels, on est ce qu'on appelle un exutoire, c'est-à-dire qu'on a un écosystème de collecteurs qui se met en place. Et nous, notre rôle en tant qu'industriel, c'est d'adapter notre outil pour qu'on soit en mesure de recevoir cette matière première recyclée. Et ce n'est pas toujours simple parce que nos usines qui ont été fabriquées il y a 30, 50 ans, elles n'ont pas été conçues pour ça. D'accord. Donc, il se pose tous les jours des questions d'adaptabilité de nos outils industriels pour pouvoir être en mesure d'accepter ça. Et nos engagements pour demain, on en a plusieurs, évidemment. J'ai pris 4 exemples concrets. Réduire nos émissions de CO2, réduire nos émissions en amont et en aval de nos process de production par rapport à 2017. En fait, on a une feuille de route
Saint-Gobain qui va cadrer ensuite les différentes filiales, les objectifs de chacune des filiales. L'objectif de la feuille de route de Saint-Gobain, c'est, pour la dire simplement, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Donc c'est une neutralité qui ne passe pas par de la compensation. D'accord ? Et ensuite, chaque marque doit déployer un plan d'action spécifique qui va lui permettre d'atteindre cet objectif plus global. Donc réduire nos émissions directes liées à nos activités de 33%, réduire nos prélèvements de matières premières vierges et nos prélèvements en eau. Donc il y a déjà des actions concrètes en route qui fonctionnent très bien. Je vous en ai donné quelques exemples avec le verre recyclé, par exemple, et la plaque de plâtre. Et réduire de 8% tous les 3 ans nos émissions liées au transport. Et donc on accompagne nos partenaires dans le transport, nos fournisseurs. Et on a été un des premiers à avoir obtenu le label Fred 21, justement, qui s'inscrit dans cette logique-là. Oui, tout à fait. Par rapport à 2017. Ouais. Ouais. Alors, avec à chaque fois les indicateurs. Ouais. Donc, c'est des défis importants. C'est des défis importants parce que c'est pas parce qu'on s'est ajouté des indicateurs environnementaux qu'on s'est passé des autres. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de faire cohabiter les deux. D'avoir des usines qui sont toujours aussi compétitives, qui sont toujours aussi productives, pour ne pas le dire autrement, et qui en plus sont capables d'accepter de la matière première, de garantir aussi ses externalités, je pense notamment aux fumées. Euh, Quand vous avez un site industriel, vous devez être en mesure d'évaluer la qualité de vos externalités, on va dire ça comme ça. C'est plus simple de le faire avec la matière vierge que de le faire avec la matière recyclée. Nous, on essaye de le faire. Donc c'est plus complexe, c'est plus le même métier, quoi. Et je suis à votre disposition. Alors pour entendre vos questions, il faut que je mette ce casque, je crois. Alors est-ce que quelqu'un a... Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, vous nous avez dit que dans vos nouvelles laines de verre, vous mettiez un liant biosourcé. C'est ça. Vous arrivez à les recycler après ? Oui, alors oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, le recyclage de la laine de verre, il y a plusieurs manières de recycler la laine de verre, mais ça repasse par une étape de fusion. D'accord ? Donc on récupère les déchets de laine de verre et en fait on refabrique avec du calcin. On repasse par cette étape de production parce qu'on a besoin de garantir les performances avec les normes actuelles, que ce soit sur les performances thermiques, mais sur la qualité de l'air également. Donc là, pour l'instant, on repasse par cette étape de production et donc le liant n'est pas handicapant ou gênant pour recycler nos laines de verre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Alors attendez. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez arrêté le chanvre ? Alors, on a arrêté le chanvre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on l'a peut-être sorti trop tôt, cette filière-là. Ensuite, il y avait, c'est-à-dire qu'en gros, le marché n'était pas prêt à acheter des isolants plus chers. Et donc, il y a eu un problème purement commercial d'abord. Puis après, il y a aussi un problème de qualité avec la nature du matériau. Donc, en gros, on avait des parasites qui venaient dans notre isolant. L'enseignement qu'on a pu apprendre de ça, de cette erreur de développement, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant qu'on conçoit un matériau, c'est d'essayer de respecter les caractéristiques intrinsèques des matériaux. Par exemple, pour illustrer ça, c'est que si je prends l'exemple quand on cherche un isolant qui soit résistant à l'humidité, résistant au feu, eh ben on sait que le verre, la roche, le basalte est naturellement et intrinsèquement résistant au feu. Et donc c'est plus facile de développer des matériaux en s'appuyant sur les caractéristiques initiales de la matière que essayer de faire porter d'autres caractéristiques à des matériaux qui n'ont pas ça naturellement. D'accord ? On ne peut pas choisir un matériau, je prends un exemple, mais on ne peut pas choisir un matériau parce qu'il est naturel, même si évidemment que je sais que ça ne veut rien dire naturel, mais et de lui vouloir faire porter toutes les caractéristiques techniques possibles. Donc il y a des arbitrages qui doivent être faits, et nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de s'assurer de la recyclabilité des matériaux qu'on fabrique aujourd'hui. Voilà, j'aurais une question concernant aujourd'hui la prise en compte du confort d'été. Comme vous devez sûrement savoir, la laine de verre a de très bonnes performances d'un point de vue confort d'hiver. Par contre, la petite faiblesse, c'est effectivement le confort d'été, compte tenu que c'est un produit qui n'est pas dense, puisqu'il est enroulable, et c'est une question que vous avez évoquée tout à l'heure. Tout à fait. À la différence de la laine de roche, qui effectivement est un matériau dense, également pour
la laine de bois, qui est un matériau dense, donc qui va répondre à cette préoccupation de confort d'été, sachant qu'aujourd'hui c'est vraiment un C'est un élément, enjeu, vous avez c'est un raison. enjeu qui est d'ailleurs été discuté précédemment, qui aujourd'hui doit être vraiment pris en compte dans le cadre d'une Tout à rénovation globale. Et au vu de la cartographie de Saint-Gobain, qui effectivement est avant tout un verrier, on est bien Ouais. d'accord, qui a des usines qui fabriquent de la laine de verre, est-ce qu'il y a une mutation qui va se faire ou est-ce qu'il y a Alors, on va dire, cette question est réellement prise en compte au vu des éléments qui vont nous amener Alors- indéniablement sur des matériaux qui ouais. vont avoir cette caractéristique de pouvoir avoir une meilleure performance d'un point de vue confort d'été. Merci beaucoup. Alors, évidemment, très bonne question. Alors, les deux, c'est-à-dire qu'il faut. Alors, pour répondre à votre question, en fait, je suis obligé d'expliquer ce que c'est qu'un isolant. Un isolant, par principe, c'est un matériau qui est léger. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le principe d'un isolant, c'est de l'air immobile, que ce soit des fibres minérales, des fibres textiles, du bois, etc. Le principe, c'est de l'air immobile. Et donc, le rôle d'un isolant, ce n'est pas de stocker de l'énergie, c'est d'empêcher la transmission d'un flux énergétique. Donc si on veut travailler sur l'inertie d'un bâtiment, sur le déphasage, qui est un levier sur le confort d'été, il y en a plein d'autres. Hein. On parle tout le temps et on est obsessionnel quand on parle d'isolation sur le déphasage, mais l'occultation des baies vitrées est sans commune mesure un levier beaucoup plus efficace, la ventilation nocturne également. Donc quand on a travaillé sur tous ces leviers qui sont plus efficaces, la résistance thermique de la paroi également, un bâtiment isolé est beaucoup plus confortable en été qu'un bâtiment non isolé. Quand on a travaillé sur tous ces leviers-là et qu'on a fait à chaque fois le max là-dessus, on peut effectivement choisir un isolant plus lourd, si techniquement c'est possible, pour apporter du déphasage. Ça peut être un levier. Après, le déphasage de l'isolant, c'est pas ça qui va rendre un bâtiment confortable si le bâtiment était inconfortable auparavant. C'est un levier parmi tant d'autres. Et il y a d'autres leviers que l'isolant pour amener du déphasage dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer utiliser plusieurs plaques de plâtre. On a 2 plaques de plâtre, on a des systèmes de chez Placo qui permettent d'avoir plusieurs plaques de plâtre dans les combles aménagés. Je prends l'exemple des combles aménagés parce que c'est l'application en termes de confort d'été qui est le plus exposée. Hein, on sait qu'en été, la toiture, c'est 50% d'exposition au soleil, voire plus. Donc, et c'est la paroi qui souffre le plus de chaud. Et ben, on peut imaginer apporter l'inertie intérieure en utilisant des parois qui sont un peu plus lourdes en doublant les plaques de plâtre. Après, le déphasage entre une laine de verre et une laine de roche, une fibre de bois, etc., c'est vrai que c'est différent quand on raisonne à l'échelle du matériau, mais on n'habite pas dans des maisons en fibre de bois et on n'habite pas dans des maisons en laine de verre. Donc il est nécessaire d'avoir une approche qui soit globale et un raisonnement qui se fasse à l'échelle de l'utilisateur, en travaillant aussi sur les usages, et à l'échelle du bâtiment. Bon, s'il y a d'autres, je vous invite à venir me voir au stand pour me poser la question.